Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment contrôler OBS Studio, qui est un outil qui permet de faire de l'enregistrement vidéo ou du streaming vidéo au travers d'une interface web grâce au WebSocket. Donc OBS Studio est un logiciel qui est open source, qui est d'ailleurs très bien, c'est celui que j'utilise à l'heure actuelle pour enregistrer les vidéos, mais aussi pour streamer, et ce logiciel a la possibilité de recevoir des plugins. Un de ces plugins, c'est OBS WebSocket. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiquement démarrer un serveur de WebSocket lorsque vous allez démarrer OBS. Ce serveur de WebSocket, il sera possible de s'y abonner depuis une interface web ou depuis n'importe quoi aussi, et automatiquement vous recevrez des informations dès qu'il y a un changement de scène ou dès que des filtres ou des sons sont lancés. Et ce que l'on va aussi pouvoir faire, c'est nous-mêmes envoyer des choses à ce serveur de WebSocket, ce qui va permettre effectivement de contrôler OBS à distance. Donc c'est quelque chose que j'utilise moi personnellement pour me créer une sorte de Stream Deck que j'ai mis sur ma tablette et qui me permet de contrôler les streams à la volée. Donc on peut l'utiliser pour par exemple bouger la caméra, activer certaines choses, et c'est plutôt pratique parce que ça permet de se concentrer sur notre enregistrement et de créer quelque chose de dynamique. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de découvrir ensemble comment on va pouvoir faire ça pour piloter notre OBS à distance, et on va créer quelques boutons. Un premier bouton qui permettra de changer de scène et un autre bouton qui permettra de lancer des sons. Alors d'abord on va commencer par créer un nouveau projet. Donc je vais me rendre dans mon terminal et je vais utiliser ici Vite. Vous pouvez utiliser n'importe quel bundler, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important c'est que vous puissiez avoir du JavaScript et que vous puissiez charger des dépendances qui proviennent de NPM. Donc je fais un coup de yarn create vite.js app et on va l'appeler tuto OBS. Il me demande un nom de package parce que c'est écrit en majuscule, donc moi je vais choisir ici tuto OBS, et on va choisir de n'utiliser aucun framework, on va faire simplement du JavaScript classique. Je me rends ensuite dans ce dossier-là et je fais un coup de yarn pour installer les différentes dépendances. En plus des dépendances par défaut qui servent juste ici à Vite, on va installer la dépendance OBS WebSocket.js, qui est un petit package qui va nous permettre d'interagir avec OBS WebSocket très facilement. Donc à ce niveau-là, je vais faire un coup de yarn, add, et je vais charger cette dépendance. Une fois que c'est fait, je vais faire un coup de yarn run dev, histoire de lancer le serveur de développement. Et je vais m'y rendre dessus en me rendant sur localhost 2.3000 au niveau de mon navigateur. Je vais en profiter aussi pour ouvrir le projet avec Visual Studio Code. Donc à la limite, je vais couper mon serveur, ouvrir le projet avec Visual Studio Code et relancer mon serveur. En parallèle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé OBS sur mon MacBook, et vous le voyez à l'écran ici, et dessus j'ai plusieurs scènes. Mon idée, c'est d'avoir un bouton pour chacune des scènes et que je puisse changer de scène à distance. Donc au niveau de notre fichier main.js, on va effacer tout ce qui est écrit par défaut. À la limite, on va laisser l'import vers le CSS, on créera du CSS un petit peu plus tard. Et on va commencer par instancier OBS WebSocket.js. Donc on va l'importer, on va l'appeler OBS WebSocket, et on va l'importer depuis OBS WebSocket.js. On crée une nouvelle instance en faisant un new OBS WebSocket, et une fois qu'on a cette instance, on va pouvoir se connecter à notre serveur de WebSocket. Pour cela, on a une méthode connect qui prend un seul paramètre qui est un objet d'option où on a l'adresse. Donc moi l'adresse ici, ça sera une adresse sur mon réseau local, à savoir 192.168.0.35. Alors si vous voulez contrôler l'OBS qui se situe sur votre même système, vous mettez localhost ou 127.0.0.1. Et si vous avez quelque chose sur le réseau, il faut d'abord trouver l'IP local de votre ordinateur pour pouvoir ensuite communiquer avec. Et le port c'est 4444. Ensuite, on va choisir un mot de passe. Donc, au niveau du mot de passe, c'est ce que va vous demander au premier lancement OBS WebSocket. Moi, j'ai choisi d'appeler ça OBS Control. Vous avez une troisième option qui est Secure, mais pour l'instant, vous pouvez l'ignorer parce que OBS WebSocket, donc le plugin que vous allez installer pour OBS, ne supporte pas les connexions sécurisées. Cette méthode est une méthode asynchrone, donc là, on a envie d'attendre. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que le système supporte les top level async, donc on va voir. Mais au pire, ce que vous pouvez faire, c'est vous créer une fonction qui est du coup asynchrone, que vous appelez main. Vous mettez votre code à l'intérieur, qui lui du coup va être bien asynchrone. Et une fois que vous avez fini, vous appelez directement cette fonction-là. Voilà. Et je vais mettre un petit console.log pour dire effectivement, je suis connecté. Donc là, on mettra connecté. Sur votre OBS, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'installer l'extension OBS WebSocket. Alors elle s'installe très simplement. Il vous suffit de vous rendre sur la page du plugin, vous descendez un petit peu, vous trouvez le lien GitHub, et vous avez des outils d'installation
pour Windows, Mac et Linux. Vous allez dans la partie Release et vous prenez la version qui correspond à votre système. Il faut juste descendre un petit peu, c'est à ce niveau-là. Donc l'installation est plutôt simple, je pense que vous devriez être capable de vous débrouiller tout seul. Au pire, posez la question et je vous aiderai si nécessaire. Je vais donc revenir sur mon éditeur et ma page et je vais sortir mon inspecteur. Si je vais dans la partie console, il me dit « Je n'arrive pas à lire from depuis undefined ». Et si je clique dans mon index.js, on voit que ça se situe à ce niveau-là. Le petit inconvénient de cette librairie-là, c'est qu'elle utilise des dépendances qui proviennent de Node.js. Et vu qu'on essaie d'exécuter le code côté navigateur, ça pose des soucis. Certains bundlers, comme Webpack, arrivent à gérer les choses sans problème. Mais moi, j'ai choisi ici d'utiliser vite et ça pose un souci. Rassurez-vous, rien de trop grave, il suffit d'installer les dépendances manquantes. Donc au niveau de mon terminal, je vais rajouter deux dépendances qui sont Buffer et Events. Ce sont deux dépendances qui sont utilisées par OBS WebSocket.js. Une fois que c'est fait, je vais relancer mon serveur de développement et maintenant je n'ai plus de soucis. Si je regarde ma console, on me dit bien que je suis connecté et si je vais dans l'onglet Réseau, je peux regarder dans la partie WebSocket et regarder cette connexion-là. Et je vois les messages qui sont échangés entre mon système et le serveur de WebSocket. Pour l'instant, il n'y a que deux messages, ce sont les messages qui ont attrait à l'authentification. Je lui demande est-ce que j'ai besoin d'être connecté. Il me dit oui, tu as effectivement besoin, voilà une clé qui sert à générer le mot de passe. Et ensuite, je lui dis bon ben voilà, je veux m'authentifier avec cette personne-là. Et il me répond OK. Donc notre idée, c'est de récupérer maintenant la liste des scènes. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir envoyer des messages au serveur de WebSocket. L'ensemble des messages que l'on peut envoyer sont disponibles au niveau de la documentation de OBS WebSocket. Si vous descendez un petit peu dans le README, vous allez avoir une partie protocole.md. Dans cette partie-là, on vous explique tous les événements qui peuvent être envoyés par le serveur de WebSocket. Et si on continue à descendre un petit peu plus bas, on a aussi toutes les requêtes que l'on peut faire. Donc les événements, ce sont des choses que l'on va écouter. Les requêtes, c'est des choses que l'on va envoyer. Si on descend un petit peu, on va arriver normalement à une partie qui nous parle de scènes. Et voilà ce qu'on peut faire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la liste des scènes. Donc dans la partie scene items, on regarde pour get. Et on a Get Scene Item List, qui nous permet du coup d'avoir la liste des scènes. Donc on va prendre cet événement-là, et vous pouvez même cliquer dessus si vous voulez comprendre le type de retour qu'il y a à ce niveau-là. Et on va maintenant envoyer ce message à notre serveur de WebSocket. Donc au niveau de notre main, on va lui dire maintenant, j'ai envie que tu fasses un send, et je te passe en premier paramètre le nom de la requête. Et c'est ça qui est très bien avec cette librairie, elle est typée de manière assez propre, et vous avez de l'autocomplétion. Donc là, vous voyez que dès que je fais un coup de get scène, il me propose de l'autocomplétion. Donc moi, je vais lui demander, j'aimerais bien récupérer la liste des scènes. Il me dit, je n'ai pas besoin d'arguments, donc je n'en mets pas, et ça va nous renvoyer une promesse qui contiendra le message ID, la scène courante et la liste des scènes. Donc il me suffit ici de faire un const data égale await de ça. Et ensuite, on fera un console.log de data. Je sauvegarde et je réactualise ma page. Je vois que dans ma console, j'ai bien ici la scène courante, les différentes scènes et tout ça, donc ça c'est super cool. Et si je regarde dans l'onglet réseau pour mieux comprendre ce qui se passe, on envoie en fait un message qui est getSceneList. Ce message va être compris par le serveur de WebSocket qui va nous répondre ensuite avec un autre message nous donnant les informations. Cet échange va automatiquement être géré par cette librairie-là. Donc c'est lui qui se charge d'identifier le message avec une clé et de savoir, ah ben tiens, on vient de me répondre, donc je résous cette promesse et dans data, je mets les données qui sont là. C'est très très bien et c'est pour ça que cette librairie est intéressante. Donc ce qu'on aimerait bien faire à partir de là, c'est créer différents boutons qui vont permettre de représenter nos différentes scènes. Bon, pas grand chose à dire à ce niveau-là. On va faire une petite boucle, on va lui dire for scene of data.scenes. Je vais créer un petit bouton en faisant un document.createElement et je crée un élément button. Je vais lui dire ensuite, j'aimerais bien avoir un inner text à l'intérieur et le texte, ça sera le nom de notre scène. Ce bouton, je vais ensuite l'ajouter à mon body en faisant un document.body.append child et j'ajoute l'enfant qui est notre bouton. Et là, automatiquement, on va voir nos différents boutons s'afficher. Ces boutons correspondent aux différentes scènes que j'ai sur le OBS distant. J'aimerais bien écouter le clic sur chacun de ces boutons et changer de scène en fonction. Donc pour cela, on fera un button.addEventListener, on va écouter le clic, et lorsque l'on clique, on va lancer une fonction qui prendra en paramètre l'événement.
on fera un prevent default pour annuler le comportement par défaut, et on pourra envoyer à OBS une autre information, une autre requête. Pareil, il ne faut pas hésiter à se rendre sur la documentation pour voir les requêtes que l'on peut faire. Et dans les requêtes ici qui correspondent aux scènes, on a set current scene. Si on clique dessus, on voit ce qu'il faut passer en paramètre. Donc il nous suffit maintenant juste de compléter en faisant un set current scene et je lui passe en paramètre le nom de la scène. Donc l'autocomplétion se fait quasiment comme par magie parce que c'est très bien typé. Et je lui donne le nom de la scène qui correspond à l'élément dans ma boucle. Voilà. Alors je ne suis pas obligé de faire un catch ou d'attendre quoi que ce soit, je veux juste envoyer le message, je n'attends pas forcément spécifiquement dans ce cas-là, en tout cas, un retour. Je reviens sur ma page web qui va se recharger, je vois mes différents boutons, je vais vous montrer mon OBS, et là je clique sur Stream plus Webcam, hop, et automatiquement il transitionne et il me montre le stream avec la webcam. Si je reclique sur Stream, hop, il rebascule sur Stream. Et là je peux effectivement contrôler à distance mon OBS. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est être capable de rajouter une classe active sur l'élément active, et aussi changer lorsque on change de scène. On va aussi avoir besoin de créer de nouveaux boutons pour gérer les sons par exemple. Alors je me dis que si on commence à créer le code de manière trop procédurale comme ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc on va commencer à séparer les choses. Alors je vais créer une nouvelle classe que je vais mettre dans un fichier button.js avec un B majuscule. Et cette classe va représenter basiquement un bouton. Donc dedans, on va exporter une classe button. On va préciser que ce bouton aura un label. Donc par défaut, on mettra default. Ça incitera effectivement à changer. Et ce bouton, on pourra l'ajouter à un élément. Comme on l'a fait ici, on l'a ajouté au body. Donc cette classe aura une méthode append_to. Ça prendra un élément et on créera notre bouton. Donc on fera un this.button, comme ça on gardera l'instance en mémoire, égale document.createElement et on créera un bouton. À l'intérieur de ce bouton, on mettra comme texte le label, donc ça sera this.label. Et ensuite, on va pouvoir peut-être avoir un événement, donc on fera un this.button.addEventListener et on lui dira lorsque tu cliques, je veux que tu appelles une méthode qui sera disponible ici. Donc on l'appellera onClick par exemple. Et on fera un throw new error. Vous devez implémenter cette méthode. Ou la méthode onClick. Donc l'idée c'est de proposer ici un template de classe qui va pouvoir ensuite être utilisé sous forme d'extension. Et par défaut on implémente cette méthode-là de cette manière-là pour faire penser les gens qui vont consommer cette classe que cette méthode doit être implémentée. Et ici, je lui passe donc le onClick en faisant un bind this pour ne pas perdre le contexte. Je pourrais aussi faire une fonction fléchée, mais je trouve que c'est aussi rapide. Et après, on prend notre élément qui est passé en paramètre et on lui demande de rajouter le bouton. Cet élément-là, je vais un petit peu le documenter. Je vais lui dire que ça va être un paramètre de type HTML element. Voilà. Donc on a, si vous voulez, une sorte de petite structure pour notre classe. On peut juste peut-être rajouter une méthode qui permettra d'activer ou de désactiver le bouton. On l'appellera active. On lui passera enabled pour savoir si oui ou non c'est actif. Et on lui dira si c'est actif, enabled. Ben dans ce cas-là, on prendra notre bouton et on lui rajoutera la classe active. Si ce n'est pas le cas, on prendra notre bouton et on retirera la classe active. L'idée, comme je vous le dis, c'est de se créer un petit template que l'on va pouvoir ensuite utiliser. Donc là, on a notre type de classe générique bouton. À partir de là, il va falloir créer un bouton particulier qui correspondra à un bouton permettant de changer de scène. Donc on va aller créer un nouveau bouton qu'on va appeler SceneButton. Donc dans notre explorateur, ici, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler SceneButton.js. À l'intérieur, on va exporter donc une classe qui va s'appeler SceneButton, qui va étendre, et c'est là que ça va être intéressant, de notre button. À l'intérieur, on va pour l'instant pas définir de label, mais on va avoir un constructeur particulier. Donc dans ce constructeur, pour fonctionner, on va avoir besoin d'une instance d'OBS, parce que c'est ce qui va nous permettre d'interagir et de changer de scène. Et on va aussi avoir besoin de connaître la scène que l'on va piloter. Donc là, on va l'appeler SceneName. Une fois que l'on a cet élément-là, on va appeler la méthode super, histoire de ne pas avoir de problème. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir l'utiliser ici dans mon main.js.
plutôt que de créer un bouton de cette manière-là, je vais ici lui demander de faire un New Scene Button. Comme ça, je l'instancie en lui passant OBS et le nom de la scène. Et une fois que j'ai ce bouton, je peux lui demander de faire un button.append to et je l'ajoute à mon body. C'est quand même un petit peu plus propre et ça permet de séparer le code. Pour l'instant, on voit que ça laisse le texte par défaut et lorsque je clique, ça va générer une erreur en console qui m'explique que je dois implémenter la méthode. Donc dans mon scene button, je vais sauvegarder ces variables-là, donc en faisant this.obs égale obs et this.sceneName égale sceneName. Je peux l'appeler juste scène, à vous de voir, hein, là vous êtes libre, hop, vous faites ce que vous voulez. Je vais lui donner un label, donc là je vais lui dire, le label c'est tout simplement le nom de la scène, donc ça sera sceneName, hop, comme ça les boutons obtiennent bien le nom de la scène, si ce n'est que ils me disent ici, c'est un objet, parce qu'effectivement moi ce que je passe au constructeur, c'est carrément l'objet scène. À vous de réfléchir, est-ce que vous avez besoin de l'objet ou juste du nom? Ça sert à rien d'aller créer une dépendance qui est trop importante. Moi je me dis qu'effectivement, mis à part le nom de la scène, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, donc pour l'instant je vais simplement lui passer le nom. Et ça nous permettra d'avoir les labels qui correspondent. Lorsque je clique dessus, je n'ai pas à m'embêter à faire le binding, j'ai juste à réimplémenter la méthode onClick, qui prendra en paramètre un événement, mais j'en ai pas vraiment besoin. Et à l'intérieur, je lui demanderai de changer la scène en faisant un this.obs.send. Et je suis un petit peu déçu parce que là, j'ai perdu l'autocomplétion. Alors si vous avez ce problème-là, c'est normal, hein, parce qu'il ne peut pas deviner de quel type est OBS, vous pouvez rajouter des informations. Donc là, par exemple, dans le constructeur, je peux lui préciser que OBS sera de type ce qui se trouve dans le module OBS WebSocket.js. Et le nom de la scène sera une simple chaîne de caractères. Voilà, vous faites juste ça. Et maintenant, si je fais OBS. Vous voyez qu'il me repropose l'autocomplétion correctement. Ça, c'est une petite astuce, mais n'hésitez pas à mettre de la JSDoc, ça vous aidera beaucoup. On fait un set current scene et on lui passe le nom de la scène et on lui dit que c'est le nom que l'on a dans sceneName. Voilà. Et lorsque je clique maintenant, je vais ressortir mon petit OBS à distance. Je clique sur Stream plus Webcam et automatiquement il repasse au Stream plus la webcam. Et je peux revenir sur mon autre stream. Impeccable. J'aimerais bien par contre que automatiquement on ait une classe active sur l'élément qui est effectivement actif. Alors ça peut se faire très simplement. Au niveau de notre main.js, on peut lui dire ici, si la scène a comme nom quelque chose qui correspond à data.currentScene, dans ce cas-là, je veux que tu fasses un button.active et que tu mettes true. Je veux que tu le rendes actif. Là, il râle un petit peu, parce qu'il faut d'abord que j'ajoute le bouton à mon body, histoire qu'il crée effectivement l'élément button que je puisse ensuite utiliser. Et si j'inspecte mes éléments, celui-là va bien avoir la classe active. Donc on va faire un tout petit peu de CSS histoire de repérer les choses et d'avoir un meilleur indicateur visuel. Donc on va aller dans la partie style.css et on va lui dire je veux que mon body soit en display grid. Je vais avoir un grid template columns et je vais dire qu'on a des colonnes de 130 pixels. Je vais me créer peut-être une variable pour automatiser les choses. Donc on va lui dire à la racine, je veux une variable size et on mettra 130 pixels. Au niveau de ces grid template colonnes, je vais faire un repeat, voilà, histoire de répéter, en auto-fit, pour qu'il remplisse automatiquement les choses, et je vais lui dire de prendre des colonnes qui ont la taille qui est demandée dans cette variable size. Au niveau des lignes, donc des grid template rows, on va faire la même chose avec la même taille. Ça nous donne ça, et on rajoute un petit gap de 10 pixels pour espacer un petit peu les choses. On voit qu'il y a un petit espace au début. Cet espace, il est simplement créé par un élément qui est mis par Vite.js au moment de l'initialisation du projet, qui est cette div-là. Donc on va la supprimer, comme ça on n'aura plus de problème. Et là, on retrouve bien nos boutons. Alors, histoire de leur donner un style un tout petit peu plus sympa, on va mettre de la couleur. On va pas s'embêter non plus, on va pas passer 2 heures sur le CSS, mais c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose un petit peu plus agréable. Donc on va mettre un background color qui aura cette couleur-là. Donc ça, c'est une couleur que j'ai tout simplement repris de... Je me suis pas embêté de Tailwind. Donc on mettra un border à none, une couleur blanche, et on mettra une petite bordure en bas un petit peu plus foncée, pour donner un petit effet de relief. Donc border bottom 2 points, solide, 4 pixels, et on mettra cette couleur-là.
On mettra un petit border radius de 4 pixels, histoire d'arrondir un tout petit peu, et un font size un petit peu plus gros de 1.2 REM. Enfin, on va préciser que les boutons qui ont la classe active, parce que c'était quand même notre objectif plutôt, vont avoir une couleur différente. Donc on changera le background color et on changera aussi le border color. Pour ça, vous n'êtes pas obligé de vous embêter, vous pouvez pipeter des couleurs ou jouer simplement avec voilà, la teinte. C'est ce que je vais faire ici, parce que c'est plus rapide. Et c'est bon. Donc on voit bien que ce bouton-là, oula, il a fait n'importe quoi pour le second, là. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu m'as fait, VS Code? Voilà. Bon, à la limite, voilà, je vais reprendre les couleurs d'ailleurs, parce que là, je crois que j'ai tout flingué. J'ai tout flingué. Et on a bien une classe active qui va être mise sur Stream. Par contre, le souci, c'est que si je ressors ma séquence, lorsque je clique sur Stream Webcam, on voit que c'est Stream Webcam qui est bien l'élément actif, mais par contre, ce n'est pas visuellement fait sur ma page web. Donc il va falloir détecter quand une scène change et mettre la bonne classe en fonction. Alors il y a deux manières de faire les choses, soit vous pouvez le faire dans le main.js, écouter quand est-ce qu'une chaîne change et sauvegarder les boutons qui correspondent et activer ou désactiver. Donc c'est l'avantage de n'écouter qu'une seule fois l'événement et ensuite vous mettez vos conditions. Ou l'autre solution, c'est de le faire carrément dans votre logique de bouton. Cette solution est plus intéressante parce qu'elle permet d'isoler la logique carrément dans le bouton. L'inconvénient, c'est que vous allez avoir autant de listeners que vous avez de scènes. Vu la taille du projet, c'est pas gênant ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que quand on va rajouter l'élément, donc on va faire ici un append to, ça prendra en paramètre un élément, on appellera la méthode parent, donc ça permettra de faire la logique parente, et ensuite on lui dira, au niveau d'OBS, j'aimerais bien que tu écoutes l'événement switch, alors, il m'auto-complète pas, switch scène. Cet événement, lorsqu'il va se produire, je vais avoir un listener, et dans ce listener, j'aurai un paramètre data qui sera un objet qui contiendra scene name, puis les sources. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que le nom de la scène. Donc je lui dirai ici, je suis intéressé que par scene name. Alors, je ne sais pas s'il nous laisse faire ça. On va pas déstructurer l'objet, ça va être plus compliqué finalement en termes de lisibilité. Et on lui dira ici, je veux que tu rendes l'élément active si dans data, le nom de la scène correspond au nom de la scène de ce bouton. Je sauvegarde, je ressors ici mon petit OBS, je clique sur Stream et on voit qu'après un petit temps, automatiquement il va mettre cet élément actif. Alors là il y a une petite erreur en console, il me dit j'ai un problème avec un token, effectivement j'ai mis un point par erreur, donc je réactualise, il se connecte, je clique sur Stream plus Webcam et ça est bien passé en vert. Il y a un petit délai entre le moment où je clique et le moment où ça passe en vert, parce que forcément il y a un effet de transition. Moi j'ai mis un effet environ de 500 millisecondes il me semble, du coup ça met du temps à afficher les changements. Donc c'est pour ça que vous avez un petit écart. Et là on a un sélecteur de scène que l'on peut piloter à distance. Alors maintenant on va créer un autre type de bouton qui va permettre de gérer les sons. Alors dans mon OBS j'ai ici une scène qui s'appelle son, qui va contenir plein de sons et j'aimerais bien pouvoir les lancer. Donc je vais me rendre sur cette scène-là, et vous voyez qu'on a nul, sad, a, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va vouloir récupérer automatiquement tous les sons qui correspondent et les lancer. Au niveau de mon JavaScript, je vais aller créer un nouveau fichier qui va s'appeler soundButton. C'est un fichier qui va permettre de lancer un son. On va exporter une classe qui va s'appeler soundButton et qui va étendre effectivement de button. Vous avez compris la logique, c'est toujours la même chose. On va préparer à l'intérieur notre constructeur. Donc on va ici faire un constructor. On va avoir besoin d'OBS en dépendance et du nom du son. Finalement, c'est une signature qui est plutôt similaire à celle que l'on avait pour les scènes. Donc, je vais d'ailleurs reprendre la JSDoc à ce niveau-là. J'appelle la méthode parente, donc je fais un coup de super, et j'initialise les éléments dont je vais avoir besoin. Donc l'OBS, le son, et le label. Donc le nom du label, ça sera le nom du son. Pour l'instant, je me contente de ça, on rajoutera la logique juste après. Alors j'aimerais bien avoir une ligne qui corresponde aux scènes et une ligne qui correspond au son. Donc au niveau de mon index.html, je vais créer une div qui a la classe row, et je lui donnerai l'id scène. Je vais créer une autre div qui aura la même classe et que je vais appeler sounds.
Au niveau de mon main.js, je vais créer ici une constante qu'on va appeler scene avec un s row, et je ferai un document.getElementById, et je récupère l'élément qui a l'id scene avec un s. Lorsque je rajoute des éléments, plutôt que de faire un append to et de rajouter ça au body, je rajoute ça dans l'élément qui s'appelle sceneRow. Pour que je n'ai pas de problème, je vais enlever le displayGrid au niveau du body et mettre plutôt ça au niveau de l'élément qui a la classe row, ce qui me permet d'obtenir le même résultat. Pour obtenir la liste des sons qu'il est possible de lancer, au niveau de notre main.js, on a ici dans data l'ensemble des scènes. Alors on va refaire un petit console.log, on va peut-être mettre un petit peu de commentaires ici. Donc là on va mettre on crée les boutons pour les scènes. Et ensuite on va faire ici la même chose, on crée un bouton, les boutons pour les sons. Et on va faire pour l'instant un console.log de data. Si je regarde mes données, j'ai les différentes scènes, et ce qui m'intéresse, c'est la troisième scène, qui a donc le nom son, et dedans j'ai les sources. Les sources, ça correspond aux différents petits calques qui sont dedans. Donc l'idée, c'est de récupérer l'ensemble des sources et de créer un bouton pour chacune de ces sources. Donc cet objet ici, que vous avez scène, c'est un tableau, donc on va pouvoir utiliser la méthode find pour obtenir les sons. Donc on va l'appeler sounds, et on fera un data.scene.find, et on va chercher donc la scène qui aura comme nom son. Et une fois qu'on a cette scène, on part du principe qu'elle existe, parce que vraiment là on gère un environnement qui est très contrôlé, donc on peut se permettre ça. Sinon il faudrait rajouter des conditions, dire ah est-ce que j'ai trouvé l'élément, ou ce que vous pouvez faire ici c'est mettre un point d'interrogation et lui dire que si ça n'existe pas, vous renvoyez un tableau vide. Comme ça au moins vous avez toujours quelque chose qui existe. Une fois que l'on a donc cette liste de sons, on va pouvoir boucler dessus et créer nos boutons. Donc c'est la même logique que celle que l'on a au-dessus. Donc on fait pour chaque son dans Sounds. On va créer un nouveau Sound Button du coup. On lui passera OBS et le nom du son. Donc là, ça sera directement sound. Ah, j'ai perdu... mince. On va refaire un petit console.log de sound. J'écris n'importe quoi. Là, on a donc différentes informations et on a aussi une propriété name. Donc c'est cette propriété-là que l'on veut utiliser. Donc là, on lui passera sound.name. Ensuite, on ajoute le bouton à notre ligne. Alors, ça ne sera pas la ligne qui a l'ID Synth, mais ça sera la ligne qui aura l'ID Sounds. Voilà. Et on va l'appeler SoundsRow. On prend cet élément-là, et c'est à ce niveau-là qu'on ajoute les choses. Et par contre, on n'a pas la partie qui rend la classe active, ce n'est pas nécessaire. Et là, on le voit, on a maintenant 4 nouveaux boutons qui ont été rajoutés, qui correspondent aux différents sons. Histoire de les espacer un petit peu plus, on va dire que notre body sera en display flex, avec un flex direction en colonne, histoire d'aller de haut en bas, et on mettra un petit gap de 10 pixels pour espacer nos différentes lignes. Voilà, ça permettra d'avoir quelque chose de plutôt cohérent. Pour les boutons, on en profitera pour ajouter un curseur pointer. Donc sur ce sound button, il va falloir relancer le média lorsque l'on clique dessus. Si je reviens au niveau d'OBS WebSocket, si je cherche média, hop, vous avez toutes ces méthodes-là. Donc ça, c'est les événements, il me semble. Et si je descends un petit peu plus, on va avoir les choses qui permettent de contrôler les médias. Hop, ça fait très complotiste comme phrase, mais là, vous avez Restart Media qui permet de redémarrer les médias. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire quand tu cliques, je veux lancer une fonction et je demanderai à OBS de faire un Restart Media. Et pour le coup, là, vous voyez qu'on n'a pas d'autocomplétion. Alors, c'est pas grave. Hein. En fait, je crois qu'il y a des événements qui ne sont pas correctement enregistrés dans les types de OBS WebSocket, mais c'est pas bien grave. Ce qui nous sert de référence, c'est vraiment le protocole WebSocket du plugin OBS WebSocket. Et ensuite, on peut lui envoyer des informations. Donc, vu que je ne sais pas, là, je navigue à vue. Je regarde pour Restart Media ce qu'il lui faut. Il lui faut simplement le nom de la source. Donc, c'est très très simple. Le nom de la source, ça s'écrit comme ça ou avec un tiret? Ok, un camel case. Ils sont pas très cohérents hein, dans cette librairie au passage. Mais je vais lancer le nom du son. Donc ça sera vis.sound. Bon, concrètement, on pourrait se passer de cette propriété-là.
On pourrait simplement utiliser le label, hein, ça fonctionnerait aussi bien, mais si jamais on veut un label différent, je me dis que c'est mieux d'avoir deux variables. Voilà. Et là, on a maintenant la possibilité de cliquer sur les boutons pour relancer un son. Donc je vais revenir au niveau de mon OBS WebSocket. Je clique sur le son SAD, et il n'est pas forcément affiché à l'écran, alors on va cliquer sur Nul, et vous voyez que Nul se lance. On voit les petites barres qui passent en vert pour nous dire que le son est en train d'être lu. J'aimerais peut-être automatiquement que ça passe en vert pour me dire que le son est en train d'être lu et que ça repasse en bleu lorsque le son a fini. Je vais pouvoir faire la même chose que ce que j'ai fait pour le sélecteur de scène. Je vais me rajouter sur le Append To, où je pourrais créer une autre méthode hein, si je veux éviter de devoir faire un super, ce genre de choses, ce qui n'est pas forcément très joli. Ce que je peux faire, c'est dans la partie Button ici, créer une autre méthode que l'on appellerait OnMounted. Voilà. Cette méthode, elle servirait à rien. On pourrait même la laisser vide. Et lorsque l'élément est monté ici, j'appelle automatiquement OnMounted. Plus tard, quand on pourra, hein, parce que là actuellement on ne pourra pas faire, mais on pourra rendre ces méthodes privées pour savoir qu'elles ne sont jamais appelables depuis l'extérieur. Ça permet d'avoir la logique dans la classe button, et après les éléments qui vont étendre cette classe vont pouvoir ajouter grâce aux méthodes publiques onMounted, onClick leur logique. Donc là c'est bon, et l'avantage c'est que je peux modifier mon scene button, plutôt que de faire un append to, je peux lui dire onMounted, tu vas lancer une fonction qui fera ça. Idéalement, on pourrait aussi avoir un onUnmount lorsque l'élément serait détruit, mais vu qu'on est sur quelque chose qu'on va recharger à chaque fois qu'on a besoin de recharger notre Stream Deck, on ne s'embête pas, on n'est pas obligé de gérer les off et de supprimer les event listeners. C'est aussi un avantage, on peut avoir un scope de projet qui est beaucoup plus simple. Donc lorsque notre bouton de son est monté, on va écouter deux événements. Donc le premier c'est le Media Started, donc on fera un vis.obs.on Media Started. Et ça prendra en paramètre un média. Dans le média, on aura en fait la source. Donc ce sera exactement la même chose que ce qu'on en avait dans l'inspecteur, à savoir qu'on aura une propriété name, une position, ce genre de choses. Et on lui dira if media.sourceName est égal à vis.sound, donc le nom de notre son. Dans ce cas-là, il faut effectivement que tu mettes la classe active sur mon élément. Par contre, quand le média a fini d'être joué, donc ça sera media ended, je veux que tu supprimes la classe qui correspond. Et là, on n'oublie pas que c'est des petites fonctions fléchées. Je clique sur Nul. Alors je vais rapatrier d'abord mon OBS. Je clique sur Nul. Nul est en train d'être lu. On voit que le bouton passe en vert. Et ensuite, il redevient bleu. Si je clique sur SAD, qui est un son qui est un petit peu plus long, vous voyez qu'il reste en vert un petit moment. Et ensuite, il se masque. Donc voilà comment on peut mettre en place un système qui permet de contrôler OBS à distance avec un système de WebSocket. Alors après, vous pouvez faire plein de choses, hein. Là, la seule limite, c'est votre imagination, mais vous pouvez par exemple vous imaginer activer des filtres en cliquant sur un seul bouton, utiliser, d'ailleurs je vais vous le montrer parce que je trouve ça intéressant, vous avez une extension qui est plutôt intéressante pour OBS qui s'appelle OBS Move Transition, qui permet de déplacer des éléments avec des systèmes de filtres. Donc ce qui va être intéressant, c'est que par exemple, c'est ce que j'utilise pour mes streams, j'ai ma webcam à droite ou ma webcam à gauche, et en activant un filtre, ça déplace la webcam à gauche ou à droite. Et j'ai des boutons sur mon Stream Deck qui me permettent justement en un clic de pouvoir bouger la webcam. Donc vous pouvez aller pas mal loin à ce niveau-là, et vous pouvez même combiner des effets. Là, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir de lancer un son, attendre un petit moment, lancer un autre, faire plein de choses. Après, libre à vous de continuer à utiliser cette structure-là avec une classe button qui est une classe générique et des classes un petit peu plus précises telles que sound button, scene button et tout ça en créant une collection de boutons que vous voulez, ou vous pouvez vous créer votre propre structure ou même utiliser un framework JavaScript si ça vous chante. Là, l'idée, c'était avant tout de vous montrer comment vous pouvez contrôler ce système de WebSocket à distance avec OBS WebSocket. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!